Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Business Model, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Il y a un mot qui a connu beaucoup d'actualité et beaucoup d'effervescence récemment dans cette période confinée, et c'est celui de logistique, et c'est le thème de Business Models. Bonjour Bernard. Bonjour Thomas. Vous êtes à la tête de Urban Hub, un spécialiste justement de la logistique du dernier kilomètre. On va revenir sur cette aventure entrepreneuriale, sur le développement de cette entreprise. Mais auparavant, comme il est de tradition dans Business Models, un mot sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers temps dans le monde de la logistique ? Qui ne peut ne pas être marqué par l'épisode sanitaire actuel qui a représenté en fait une accélération radicale des éléments liés à la logistique. La preuve, c'est que c'est l'intérêt qu'on lui trouve pour un métier réputé ingrat. Donc la pandémie alimentaire a bousculé ce secteur. C'est clair que c'est devenu au devant de la scène, on en parle dans le 20h. Un exemple, le Click and Collect qui a vocation à aider à certains commerçants qui ont vu leur boutique fermée du jour au lendemain. Ils n'ont pas trop le choix, les pauvres. Pas de boutique, pas de magasin, pas de restaurant. Comment maintenir de l'activité ? Ils ont découvert ça lors du premier confinement au printemps. Peut-être pas totalement, puisque certains semblent redécouvrir aujourd'hui, mais que faire d'autre ? Mais est-ce que c'est justement pas l'un des problèmes aussi ? Ça a été découvert tardivement, alors peut-être que quand tout va bien, on ne se pose pas ces questions, mais c'est vrai que finalement, pour une boutique, un fleuriste ou autre, ça aurait pu être intelligent d'envisager l'omnicanal et un prolongement digital. C'est une affaire en général souvent assez personnelle. Il y a une question de génération, de formation. Le digital peut faire peur, peut aussi attirer fortement. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas dire que le digital et tous ces phénomènes de click and collect datent d'aujourd'hui. Certains l'ont saisi, l'ont anticipé, d'autres un peu moins. C'est cruel, mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un darwinisme digital et on peut comprendre le désarroi de gens dont ce n'est pas le métier principal. Ça ne reste pas toujours simple d'accès. Et paradoxalement, ça fait encore un peu plus le lit des GAFA ou de leurs petits camarades. eBay, par exemple, Amazon, qui proposent des boutiques en ligne et qui finalement sont la planche de salut de ces petits commerces. Tout à fait. Ils sont un des moyens. On n'est pas obligé de rentrer dans ces grands écosystèmes qui ont des avantages et quand même quelques inconvénients, il faut le dire. On peut y aller tout seul, mais c'est vrai que pour tâter la température de l'eau, c'est une bonne méthode, c'est une bonne manière d'apprendre, de s'acclimater. Autre tendance forte dans nos villes, celle du transport écologique vert, comme on dit. Est-ce que ça aussi vous l'observez ? Alors on ne l'observe pas, on le pratique. Il y a un élément fort qui a évolué dans les, disons, 18 derniers mois. Je prends une expérience très personnelle. Certains de nos clients nous disaient j'aimerais bien proposer du transport vert. Et de l'autre côté, vous avez un consommateur qui voulait bien du transport vert tant que ça ne lui coûtait pas plus cher. Et ça coûte plus cher le vert. Ça coûtait plus cher. Et aujourd'hui, ça coûte le même prix. Et comment ça se fait ? C'est une question d'offre et de demande, c'est-à-dire c'est quoi un transport vert ? C'est d'aller dire vous allez livrer un colis sur un tricycle avec un entrepreneur indépendant, souvent aujourd'hui. Ça c'est encore un autre sujet sur leur statut, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va livrer sur un tricycle. Donc si vous avez peu de tricycles, beaucoup de livraisons et un grand rayon d'action, ça ne peut pas être efficace et rentable. À partir du moment où la masse de colis à livrer augmente, la zone de livraison se rétrécit, les trajets se rétrécissent et le système devient économiquement vertueux. Et là, vous dites on a basculé, ça y est, on arrive au seuil où ça devient équilibré et rentable. C'est clairement passé dans les actes avec la floraison d'entreprises qui se crée dans ce domaine-là et puis effectivement la demande. Donc les deux se retrouvent. Je crois qu'il y a par exemple un événement symbolique qui a dû marquer les esprits, c'est la fermeture de la rue de Rivoli, typiquement, par lequel on voit qu'effectivement, livrer en tricycle, ça va plus vite que prendre un véhicule classique. Là, on parle de Paris, on parle aussi de métropoles en province ou ailleurs ? Alors, je manque de recul, honnêtement, sur les autres métropoles, mais ça gagne toutes les métropoles. Et puis, il n'y a pas que la France, il y a l'étranger aussi. Des pays comme la Hollande ou l'Angleterre sont déjà très avancés, voire même en avance de nous. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse et qui me fascine, même si ça peut sembler un peu du gadget, c'est les livraisons par drone. À quand est-ce qu'on pourra se faire livrer sa pizza par drone à Paris ?
Alors, effectivement, ça semble un peu gadget. Bon, d'abord, est-ce que le modèle économique permet de livrer une pizza qui coûte quelques euros de manière efficace? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour avoir un drone qui se balade, je crois qu'il faut une licence de transport aérien que la DGAC se charge d'allouer. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Je ne sais jamais si on ira déjà. Donc vous n'y croyez pas trop à la pizza par drone à Paris? Non, mais une poche de sang, pourquoi pas, peut-être. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de la technologie, de ces nouveaux outils de robotisation ou d'autonomisation justement dans nos villes? Alors on le voit clairement. Alors après, chaque ville a ses attributs. Entre une ville américaine tirée au cordeau et je sais pas, Naples par exemple, où on stationne en troisième file, c'est pas tout à fait le même environnement. Maintenant, une fois de plus, je pense qu'il faut regarder du côté des pays qu'on aime bien détester comme la Chine, qui ont eu l'occasion de tester toutes les méthodes auxquelles on peut penser. Il y en a qui marchent? Il y en a qui marchent, absolument. Lesquelles vous pensez? Vous avez les casiers connectés qui marchent en France, qui marchent un peu partout. Vous avez également des petits robots livraison qui sont en gros un espèce de frigidaire à roulettes qui va se balader dans une zone restreinte. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça marche. Et ça pourrait arriver sur les trottoirs parisiens, vous dites, qui sont déjà un peu encombrés, mais après, bon, pourquoi pas? C'est à la mairie de le décider, j'imagine. Ça dépend de la mairie, en fait, ce choix de basculer ou pas vers... La mairie semble... alors, je suis mal placé pour en parler puisqu'on bénéficie de son soutien, mais la mairie, effectivement, semble tout à fait poussée vers ces mobilités, disons, responsables, beaucoup plus douces. Il faut effectivement intégrer qu'il y a beaucoup de monde dans la ville, peut-être pas en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de monde, et que chacun doit trouver sa place. Bon, déjà, en enlevant quelques voitures, c'est sûr que ça peut aider. Bon, on va voir justement pourquoi ce terrain de jeu de la logistique et notamment le match du dernier kilomètre intéresse autant d'entrepreneurs. C'est vrai, Bernard, vous l'avez cité, le mot qui vient à l'esprit, c'est ingrat. C'est un métier qui n'est pas forcément glamour et pourtant qui est très important dans nos villes aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce business? Moi, j'aime bien les domaines qu'il faut transformer. Alors, quitte à prendre des risques, prendre des baffes, c'est intéressant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un écosystème qui est hérité de phénomènes qui datent de 5, 10, 15 ans, puisqu'on est dans du temps long. Et comme d'autres, j'ai vu une opportunité avec des grands acteurs qui ont leurs propres, disons, soucis à régler, et un espace qui s'est créé, qui mélange du physique et de la technologie. Donc, petite expérience personnelle dans le domaine, donc j'ai voulu recommencer. Et c'est vrai que ça attire beaucoup d'entrepreneurs. On voit fleurir beaucoup d'acteurs de la logistique. Qu'est-ce qui fait que c'est un terrain de jeu intéressant? Donc, il y a la conjonction, j'imagine, d'une révolution numérique avec du digital qui permet de faire des choses peut-être différemment. Et puis, ce que vous dites, l'abandon de grands acteurs qui finalement ont déserté ce dernier kilomètre qui est compliqué à gérer? Les grands acteurs, alors, tels qu'on les perçoit, sont effectivement focalisés sur ce qu'on appelle la massification des flux, donc en gros des gros volumes très internationaux qui sont liés en fait à une approche fondamentalement B2B. Bien évidemment, tout ce qui a été la mondialisation plus ou moins heureuse a accentué ce phénomène avec des containers, des palettes de produits qui viennent souvent de très loin et pour lesquels, effectivement, la solution, disons, urbaine n'était pas à leur portée, ne les motivait pas. Et donc, de l'autre côté, on voit l'événement contraire, c'est-à-dire la conjonction du e-commerce. Donc, on passe dans une relation beaucoup plus directe où l'unité, c'est le colis, c'est plus la palette ou le container. Et en même temps, cette transition écologique qui met la pression pour rendre ce dernier kilomètre efficace et si possible vertueux. Et alors vous l'avez dit, tout au bout de la chaîne, finalement ceux qui viennent sonner à votre porte, ce sont souvent des auto-entrepreneurs, des jeunes gens ou des jeunes femmes qui ont trouvé un moyen de gagner leur vie en faisant ces derniers mètres. Et vous êtes entre les deux finalement, entre les gros logisticiens et ces auto-entrepreneurs? Exactement, on fait la jonction. On fait ce que les gros logisticiens ne peuvent pas faire. Je vais prendre un exemple tout simple. La livraison en B2C, souvent, marche mieux en fin de journée, hors confinement évidemment, parce que c'est là que les gens sont chez eux. Mais les salariés des grandes entreprises, ils sont plutôt 7h, 15h, 9h, 17h. Donc il faut faire la jonction. Donc, premièrement, les grands acteurs logisticiens n'ont pas ces points de présence urbains.
Et deuxièmement, ils n'ont pas forcément l'environnement pour traiter avec les particuliers livreurs. Mais quand on est entrepreneur, on a des rêves de grandeur, de croissance importants. Est-ce que ça va rester un marché assez atomisé ou est-ce que vous pensez qu'il y a des acteurs justement qui vont pouvoir fédérer ces énergies pour prendre ce marché ? Je pense qu'il doit y en avoir. D'ailleurs, je rêve qu'il y en ait un qui y arrive, c'est nous, tout bonnement. J'imagine, comme tout entrepreneur, ce que je disais. Voilà. Mais structurellement, c'est un marché qui peut justement se coaguler ? Oui, parce que le ciment du marché, c'est la technologie qui, elle, n'a aucune limite. Donc des plateformes, du moment qu'on peut parler entre plateformes, c'est-à-dire la nôtre, informatique, celle d'une organisation de livraison, par exemple, par vélo, du moment qu'on peut se parler, on peut se développer. Aucune limite, et est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ? Parce que c'est l'autre question, c'est oui, le revers de la médaille. Alors il y a des barrières à l'entrée. Dans notre domaine, la première barrière à l'entrée, c'est de disposer des lieux dans lesquels les produits vont transiter ou être stockés dans les villes. Et donc aujourd'hui, on se confronte à une rareté de ce genre de bâtiments. On se confronte au fait que ce qui est disponible n'a pas été conçu pour nos activités. Mais fort heureusement, il y a deux événements qui vont dans l'autre sens. Premièrement, c'est que les municipalités, les organismes, disons, publics poussent à ce que de plus en plus de leurs propres bâtiments ou des bâtiments tiers soient mis à disposition d'activités comme les nôtres. Exemple, la RATP qui a fait un appel d'offres pour offrir l'accès à ses dépôts de bus. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir, et on commence à construire des bâtiments mixtes, habitation, bureaux et logistique. Comme il y a le logement social maintenant qui fait partie du cahier des charges des bâtiments nouveaux, il y a cette dimension logistique qui est intégrée, vous nous dites, dans ce cahier des charges. Et qu'est-ce qui fait que finalement on ne peut pas avoir les entrepôts en dehors des villes, parce que c'était ça traditionnellement, on stockait en grande banlieue et puis après le dernier kilomètre ça partait de grande banlieue. Pourquoi est-ce qu'il faut être intramuros ? Qu'est-ce qui se passait en banlieue ? Vous aviez un entrepôt à 10-20 km, vous vous retrouviez avec une tournée de livraison souvent faite à base de camions diesel parce qu'eux avaient l'autonomie pour encaisser le temps d'approche vers la grande ville. Ah d'accord, c'est ça la clé, c'est le verre, c'est la verdure. Ah, c'est la verdure, mais des contraintes. Et même si vous voulez livrer en vélo cargo, vous ne pouvez pas demander à un gars en vélo cargo de faire 25 km déjà pour commencer à arriver à Paris. Ouais, non, sinon ça ressemble au Tour de France. Un peu. Et un mot sur les horaires de livraison, ça aussi c'est un enjeu clé. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette dentelle Alors c'est très compliqué. Évidemment, puisqu'il y a des injonctions contraires, des niveaux de contraintes, il faut respecter le livreur, il faut prendre en compte le souhait du consommateur. Parfois, il peut être un peu déroutant, le souhait du consommateur, avec cette notion d'immédiateté qui lui a été, disons, transmise par des grands acteurs du e-commerce. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Et c'est aussi comme ça qu'on revient en fait à ce qu'on appelle la tournée du laitier dans notre métier, qui est en fait des systèmes d'optimisation de tous les paramètres possibles. Bon, et donc c'est tous ces savoir-faire, gestion du temps, proximité, écologie, mètre carré, intramuros, qui fait que vous avez créé et vous avez développé et vous développez Urban Hub. On va justement essayer de comprendre mieux comment ça marche, rentrer dans le business model. Alors le business model d'Urban Hub, comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Alors on gagne notre vie en fournissant une formule de type abonnement à des entreprises par lesquelles on va leur permettre d'externaliser toutes ces fonctions, donc e-commerce ou dispatch de colis et de produits, auprès d'un spécialiste qui va massifier à son niveau local les différentes activités de ses clients. C'est quel type d'entreprise ? On peut prendre des exemples concrets ? Alors, des noms peut-être pas, mais en tout cas des entreprises, on en a dans la cosmétique, dans le vêtement, dans l'équipement de la maison, maintenant dans les équipements type notamment énergétique. Donc c'est un mix de toutes ces activités-là, avec des entreprises aussi bien locales que d'origine extrêmement lointaine. Et vous voyez les volumes monter de plus en plus ? Très fort. Ça c'est lié au Covid ou c'était une tendance Le Covid a clairement accéléré. La tendance était déjà là et le Covid en a remis une dose. Souvent des grandes entreprises ou est-ce qu'on parlait du click and collect, des petits commerçants peuvent faire appel à vos services ? Alors dans la période actuelle, pour être très concret, on voit davantage de petites entreprises se mobiliser.
D'abord parce qu'elles n'ont pas le choix, pour certaines d'entre elles. Et deuxièmement, elles sont souvent beaucoup plus agiles. En revanche, il faut dire que du côté des grands acteurs, on sent que ça cogite furieusement et ils sont souvent très pris par un quotidien qui est, il faut le reconnaître, pas simple. Mais ils n'ont pas déjà la solution, les grands acteurs? Qui est assez grand pour avoir toute la solution soi-même? Même un Amazon fait appel à des sous-traitants, donc tout le monde a besoin d'un écosystème et ne peut pas tout faire et tout faire bien. Et du coup, l'autre avantage de ce monde numérique, c'est qu'on peut travailler avec des partenaires parfois très éloignés. Hein. Vous avez Tout à fait. des clients qui viennent du monde entier? Un de nos premiers clients est basé à Bali, d'autres viennent du Moyen-Orient, d'autres du Brésil, d'autres de Madagascar. C'est extrêmement divers et ça représente en fait l'infinité d'offres produits, que ce soit dans l'alimentaire, dans le vêtement, avec évidemment dans le vêtement une grosse tendance éthique. Et ça montre quoi? Ça montre que la désintermédiation est toujours à l'œuvre, qu'un entrepreneur de Bali, alors je ne sais pas ce qu'il vend en l'occurrence, de la maroquinerie, des sacs. La maroquinerie, avec un site internet et un partenaire comme vous, peut et Instagram au milieu. Et vendre à des millions de clients. Et Instagram au milieu pour faire son marketing, avec une réactivité et une élasticité très forte vis-à-vis disons, du marketing online qu'ils font. Comment est-ce que vous faites connaître de ces partenaires internationaux? Google, le SEO. Et c'est eux qui vous trouvent ou c'est vous qui allez les chercher? Aujourd'hui, ils nous trouvent. Et ils nous trouvent bien. La couche technologique, vous le disiez, hein, ça c'est aussi la clé, c'est le nerf de la guerre, dans beaucoup de business. Comment est-ce que vous voyez cette partie? Alors cette partie, nous on a pris un parti pris qui est d'avoir ce qu'on appelle un ERP, donc un système de gestion complète, mais orienté vers le e-commerce et orienté multi-client, ce qui est un peu particulier. Donc ça nous permet de nous interfacer de manière extrêmement automatique avec nos clients, qui est la marque ou le distributeur, d'échanger toute l'information sur les produits, les activités et de leur donner également un feedback. C'est important qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent par exemple dire à leurs clients pourquoi le colis n'est pas arrivé. Mais souvent quand on pense au ERP, on pense à une intégration très fine jusque chez le client. J'imagine que ce n'est pas possible pour votre client à Bali, par exemple, pour rester sur lui, d'être interfacé avec ses stocks ou son entrepôt? Si, qu'il soit à Bali ou à Issy-les-Moulineaux, ça ne change pas grand-chose. Donc ça ne nécessite pas d'intervention de votre part? Non, on surveille les opérations, on se parle évidemment régulièrement, mais au plan communication des commandes clients, que le site e-commerce soit à Bali ou je vous dis dans Paris ne change absolument rien fondamentalement. Et pourquoi ne pas vous concentrer juste sur cette couche technologique et sous-traiter tout le reste? Parce que la sous-traitance a des limites qui est le contrôle et nos clients, ce qu'on en perçoit à tort ou à raison, c'est qu'ils veulent quelqu'un qui soit responsable de l'ensemble du processus. On ne va pas externaliser par morceaux parce que là on va retomber dans les appréhensions de qui est l'homme qui a vu l'homme, qui est responsable de quoi. Donc ils veulent un interlocuteur quand même global. Comment est-ce que vous voyez les enjeux pour l'entreprise que vous pilotez, les prochaines étapes, les virages que vous devez prendre? Alors nous avons une multitude d'enjeux, mais pour être parmi les principaux, le premier c'est l'exécution, parce que aucune idée ne vaut sans une bonne exécution. Donc c'est la qualité des hommes et des femmes qui sont chez nous, c'est la qualité des systèmes qu'ils utilisent, ça c'est le premier enjeu, donc maintenir ce niveau de qualité. Le deuxième c'est de se développer, puisque le marché est là, les fondamentaux, on vient d'en parler, sont là et il faut occuper cet espace et il faut aller vite maintenant. Et ils ne disparaîtront pas après la sortie de crise qu'on espère le plus proche possible? Je ne suis pas Madame Irma, mais il y a des habitudes, quand les habitudes se prennent, elles sont difficiles à prendre chez les consommateurs. Ça, c'est un fait marketing connu. Mais une fois qu'elles ont commencé à être prises, en plus qu'ils en voient un certain nombre de bénéfices, il paraît que ça ne revient pas en arrière. Bon, on va voir, Bernard, ce qui vous motive au quotidien, justement, à repousser ces limites. C'est votre terme, j'aime prendre des baffes, hein, finalement. Faut aimer, faut avoir un côté un peu bagarreur quand on est entrepreneur. Clairement, puisqu'on doit se battre pour créer son espace et s'y épanouir, clairement. Et c'est un business parce que vous avez eu plusieurs vies d'entrepreneurs que vous découvrez et qui est plus dur que d'autres, vous diriez, ou finalement Alors, il a certains aspects plus difficiles parce qu'on est dans du concret physique au quotidien et ça vous remonte extrêmement vite et très fort.
D'un autre côté, l'impression de transformer un secteur, un domaine, de contribuer à transformer ce secteur, disons, dans une voie qu'on peut considérer comme vertueuse et qui améliore un peu le sort des gens, le sort de ce petit monde dans lequel nous vivons, est extrêmement motivant le matin. Et qu'est-ce qui fait qu'on monte à cheval quand on a déjà eu des expériences précédentes et qu'on se remette en risque et qu'on se redise, bah, tiens, je vais ressuer sang et eau à essayer de faire réussir une entreprise? Je crois que c'est tout simplement la notion de projet, hein, qu'on sorte d'école ou qu'on ait mon âge, la notion de projet, c'est ce qui vous fait avancer. Tant qu'on a des projets, on est bien en vie et bien ancré dans le réel, non ? Et là, c'était quoi le déclic? C'était l'opportunité de marché? C'est l'équipe? C'était quoi C'est un mix de tout ça. Alors en fait, c'est d'avoir découvert notamment dans les documents du Grand Paris, puisque le Grand Paris, comme beaucoup de ces grandes entités, affiche sa stratégie, de voir cette petite lumière. Et à l'époque, c'était en 2018, elle semblait assez loin au bout du tunnel. Et elle s'est rapprochée et aujourd'hui, on est en plein dedans, si j'ose dire, grâce au Covid. Donc oui, ça c'est extrêmement plaisant de se dire, j'ai identifié un chemin et on y est. Mais ça veut dire qu'il y a un schéma qui a été pensé et qui nous emmène vers ce nouveau monde, un monde où finalement la logistique est beaucoup plus intégrée dans la ville? Oui. Très clairement, si on prend l'exemple de Paris, la logistique avait été de facto expulsée de Paris. Et entre le e-commerce qui n'était pas prévu à l'époque, la nécessité de transition écologique qui n'était pas non plus prévue à l'époque, tout ça a concouru à faire ramener la logistique dans la ville. Alors, quand on est entrepreneur, on ne rêve pas que de prendre une ville, hein, on rêve de conquêtes nationales, internationales. Est-ce que ces schémas s'appliquent aussi aux autres villes? Absolument. Rien qu'en Europe, il y a 27 grandes métropoles qui sont, comme on dit, congestionnées et qui répondent, qui présentent peu ou prou les attributs qui la rendent éligible à des solutions comme la nôtre. Et depuis la France, on peut rêver de conquérir ces métropoles européennes? Ou est-ce que chaque, finalement, pays a ses particularismes qui font que ça fait des citadelles un peu imprenables? Alors, citadelle imprenable, on verra bien, mais en tout cas, chacune a ses spécificités. On ne va pas à Amsterdam comme on va à Madrid, très clairement, mais les fondamentaux restent les mêmes. Parce qu'on a vu ces grandes tentatives de conquête rapide du monde avec des Uber, avec des WeWork par exemple, qui sont des grands exemples, mais parce que tout le monde les connaît, c'est pour ça que je cite cela, et qui ont poussé à finalement des ambitions peut-être trop fortes. Certes, mais là vous prenez l'exemple, disons un exemple très culturel d'acteurs américains qui ont souvent une vision assez monolithique du monde et qui considèrent que ce qui est bon pour les États-Unis est bon pour le reste du monde. Bon, régulièrement, ils voient que ce n'est pas le cas, mais ils recommencent quand même. Parfois c'est vrai, hein, parfois ça marche. Le modèle WeWork fonctionne peut-être pas économiquement, mais il fonctionne. Moi, j'éviterais de me prononcer sur le modèle WeWork qui m'a laissé sceptique dès le début. Et comme investisseur, quand j'ai lu leur prospectus, mes doutes ont été plus que confirmés. On ne va pas ouvrir le débat. Mais donc, pour rester sur vous, cette émission s'appelle Business Models, en référence aux hommes ou aux femmes qui peuvent inspirer les entrepreneurs comme vous en êtes. Il y en a des business models dans votre vie? Oui. Un Xavier Niel, pour moi, est un exemple. Il y a aussi l'artisan de luxe qui se donne du mal dans son petit coin et que je ne connais pas, mais dont j'apprécie les produits, par exemple. Et c'est eux qui vous guident aussi, vous nourrissez de ce qu'ils communiquent. Un Xavier Niel, par exemple, quand il donne une interview, vous la lisez avec intérêt, vous dites tiens, c'est intéressant parce que ça me permet de voir... Moi, j'ai un petit privilège, c'est que dans une vie antérieure, j'ai eu Xavier Niel comme client. Et donc, j'ai apprécié son sens de « on fait simple, on fait efficace ». On évite de dépenser du marketing stupide. Le meilleur marketing, c'est la qualité du produit dont les clients parlent autour d'eux. Ça, c'est des choses que j'ai retenues. Ça, c'est des vraies leçons d'entrepreneur, du bouche à oreille. Mais clairement. C'est le produit qui est votre meilleur vecteur marketing. C'est quoi la plus grande difficulté pour vous, Bernard, en ce moment si vous aviez une baguette magique, c'est quoi le point que vous aimeriez résoudre à court terme? Ça, c'est une bonne question. J'ai rien à court terme puisqu'on est dans l'effort et on bâtit, on accumule. Ce qui m'intéresse et ce sur quoi je m'interroge en permanence, c'est maintenir les niveaux de motivation des équipes, leur niveau d'efficacité et leur proactivité et leur adhésion au projet.
Ça, c'est mon sujet du moment. Et le deuxième sujet, c'est comment nous sommes une entreprise à impact et on espère être bientôt labellisée B Corp. C'est comment... C'est quoi B Corp? B Corp, c'est un label pour les entreprises responsables et qui atteste que nous prenons en compte toutes les parties prenantes autour de nous de manière responsable. Et qu'est-ce qui distribue ce label? Une organisation qui s'appelle B Corp. C'est international, c'est un label tout à fait. international. C'est un label international pour les petites et les grandes entreprises. C'est comme le label rouge, mais pour les entreprises à impact. Exactement. Dernière question, votre rêve, c'est quoi? Comment est-ce que vous projetez à moyen terme? Moi, mon rêve, c'est que notre entreprise soit présente dans 3-4 pays d'Europe, efficace, et que les clients soient contents. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite, Bernard. Merci de nous avoir présenté Urban Hub. Et puis, viendrez nous raconter la suite. Merci beaucoup. Très volontiers. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.